Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Voilà que l'Allemagne dénonce la Russie après la publication de conversations entre militaires de l'armée allemande qui discutaient d'attaquer des infrastructures en Crimée. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Bonjour, bon début de semaine, Alexandre. Merci, toi aussi, mon cher. Dis-moi, est-ce qu'il y a un certain appétit pour la guerre en Europe? On en a beaucoup parlé la semaine dernière depuis les déclarations d'Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant dans cette histoire avec les Allemands, c'est que d'abord, ils ont effectivement reconnu que les transcriptions de conversations entre officiers de l'armée allemande étaient fondées. Et ils se sont ensuite indignés de ce que les Russes travaillaient à les déstabiliser, à faire en sorte que leur faiblesse sécuritaire soit montrée du doigt, en faisant l'impasse, en ne parlant pas de l'essentiel, c'est-à-dire ce qui se dit entre ces militaires. Puis ça ne dit pas non plus grand-chose de l'efficacité déployée par les Allemands pour protéger leur conversation, parce que là, tu as des entretiens, conversations sensibles avec des hauts dirigeants de l'armée sur une plateforme non sécurisée. Bon, l'armée allemande peut-être se disait que ça valait pas la peine ce jour-là de se donner trop de troubles. Mais je reviens à l'essentiel, parce que c'est de ça qu'on devrait parler. Et depuis qu'ils ont reconnu que ces conversations étaient fondées, c'est comme s'ils avaient allumé un feu à côté pour attirer notre attention, faire beaucoup de fumée en disant « Attention, les Russes nous espionnent ». Quelle surprise. Les Russes vous espionnent, oui, comme nous espionnons probablement, ou on essaie de le faire du côté de l'Occident pour espionner les Russes et leurs éventuels alliés ou les Chinois. C'est là une affaire assez banale à constater. Fond de la conversation, ça c'est intéressant. Alors, tu as le patron de l'armée de l'air avec d'autres hauts gradés de l'armée allemande qui, ensemble, discutent de la possibilité sérieuse avec des missiles taurus allemands d'attaquer, et puis pas modestement, avec 20 missiles, ce fameux très long pont, on parle d'une vingtaine de kilomètres, si ma mémoire est bonne, entre la Crimée et la Russie, une infrastructure évidemment essentielle, stratégique pour les Russes, pour leurs opérations, parce qu'on le sait, ils ont fait en 2014 main basse sur la Crimée, et c'est donc le lien avec la Russie, c'est le cordon ombilical par lequel passe l'essentiel de l'approvisionnement. Et là, tu as des militaires allemands qui ne sont pas, jusqu'à preuve du contraire, en guerre contre la Russie, qui ensemble discutent des meilleurs scénarios pour faire sauter le pont. On sait qu'il y a eu dans le passé 2 attaques sur ce pont. On a soupçonné les 2 fois que les services secrets occidentaux avaient probablement donné un coup de main à ce qui était vraisemblablement une opération ukrainienne. Mais là, il n'y a plus du tout de proxy, il n'y a plus de trait d'union entre les Occidentaux et la Russie. C'est les Allemands qui, entre eux, voient comment on pourrait opérer. À la rigueur, disent-ils, on pourrait trouver des gens à l'accent anglais fort en Ukraine qui pourraient nous aider. Donc, implicitement, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a probablement des Américains ou des Anglais qui, sans avoir l'uniforme, sont déployés en Ukraine. Parle aussi, je pense, de français dans cette conversation. J'en ai vu que certains extraits. Mais si on met bout à bout toutes sortes d'éléments, comme on l'a fait depuis 2 semaines, de preuves, ça donne à penser qu'il y a une mécanique qui, si elle n'est pas aboutie, a été mise en place. Je reviens au risque de lasser nos auditeurs, mais dans ces choses-là, je pense que la répétition n'est pas inutile. D'abord, un chef d'état-major en Grande-Bretagne qui dit il faut penser à la conscription obligatoire parce qu'il y a un risque de conflit avec la Russie. OK. Ensuite, le président Macron qui annonce qu'il faut exclure aucune possibilité, y compris celle de déployer des soldats. Désavoué par l'ensemble des chefs d'État, présidents des différents pays de l'OTAN, mais néanmoins, il le dit. Et là, tu as en Allemagne des militaires qui, entre eux, disent quel pourrait être le meilleur moyen de donner à l'Ukraine les outils, en les aidant très directement, pour s'attaquer à cette infrastructure qui est pour les Russes en ce moment, puis évidemment, c'est un très gros flanc dégarni, un pont de 14 020 km, mais qui pour eux est essentiel. On ne badine pas avec ça. Et là, tu as des Allemands qui, je ne dirais pas complotent, mais réfléchissent ouvertement au meilleur moyen de faire sauter cette infrastructure. Alors, désavoué par le chancelier allemand Scholz qui dit on va aller au bout de cette histoire-là. D'abord, s'intéresse à l'espionnage et la vulnérabilité des Allemands, première affaire, mais sur le fond, dit je vais quand même m'assurer que ce qui a été dit
est vrai ou non. Je ne pense pas que ces militaires entre eux aient bluffé ou fait semblant d'avoir cette intention. Sur la question de l'espionnage, je me permets une parenthèse comme je le fais souvent parce que je suis bavard, mais je pense que tu t'intéresses à ces enjeux-là. Ah, tout à fait, ben oui. Les Allemands, historiquement, c'est pas les meilleurs à garder les secrets entre eux. Ils ont été espionnés par leurs alliés, les Américains qui avaient accès aux conversations téléphoniques de Mme Merkel, puis beaucoup plus intime et compromettant, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, l'affaire Guillaume, c'était en Rappelle-nous. 73-74, principal conseiller du chancelier allemand de l'époque, qui était l'homme des Allemands de l'Est, à l'époque où l'Allemagne était divisée entre OK. l'Est et l'Ouest, donc qui travaillait pour la Stasi et donc pour l'URSS par extension. Et là, on parle de quelqu'un avec qui Willy Brandt, si ma mémoire est bonne, prenait ses vacances. C'était un ami, c'était un conseiller extrêmement proche. C'est l'histoire d'espionnage la plus humiliante du point de vue de l'Allemagne de l'Ouest, de ce qu'était l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Alors, c'est pas nouveau que les Allemands aient des enjeux de sécurité. Dans cette histoire, ce qui est intéressant, sinon inquiétant, c'est ce qu'on a appris, probablement parce que ce sont des Russes qui ont mis la main sur ces transcriptions. C'est une journaliste russe qui a rendu ça public, je pense, jeudi ou vendredi. Au départ, on disait, bon, est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que c'est... Et les Allemands se sont fendus pour dire, non, 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 ça vient de chez nous. Donc, si je mets bout à bout tous ces indices, il y a quelque chose. Puis j'ajoute à ça, et puis je suis franchement heureux ou content parce que j'étais il y a quelques minutes avec quelqu'un qui a à peu près officiellement, sinon officieusement, déclaré sa candidature au présidentiel en France en Ah oui? 2027. Il était à mon micro de contact. Il l'avait fait probablement, pas probablement, quelques minutes avant, sans vouloir le faire officiellement chez Sud Radio, où il était juste avant de venir à mon micro. C'est Robert Ménard, l'ancien patron de Reporters sans frontières, qui est le maire, j'allais dire controversé, mais il n'est pas du tout. En fait, c'est parce qu'il est associé à la droite ou à l'extrême droite qu'il serait controversé. Maire de Béziers, une ville du sud de la France, en front méditerranéen, très, très, très médiatique comme personnage, fort en gueule, extrêmement intéressant, qui refuse d'être enfermé dans une case et qu'on soupçonnait peut-être d'avoir de pareilles ambitions, mais qui là m'a clairement dit qu'il y pensait activement et il y a un lien avec ce dont on parlait, lui est véhémentement anti-russe, a appuyé publiquement M. Macron sur cette hypothèse de déployer éventuellement des bottes en sol ukrainien, des bottes françaises, donc des hommes et des femmes pour aller appuyer l'armée ukrainienne. Et plus encore, quand je lui parlais des indices, la conscription, les missiles allemands, et puis ce que disait M. Macron, il dit, ben oui, il y a une logique de guerre qui est mise en place. Et alors je lui ai dit, OK, parfait. C'est où la frontière où si on ne veut pas être des victimes du syndrome de Munich, et donc si on ne veut pas être dans l'apaisement, c'est où la frontière où nous décidons de déclencher la guerre à la Russie pour les arrêter? Parce que je dis, si vous avez réfléchi à ça, c'est la seule vraie question. Il a refusé de me répondre, mais clairement, il y a une opinion. C'est-à-dire que, OK. alors tu me diras, c'est pas le président, c'est le maire d'une ville de 80 000 habitants, c'est possiblement un candidat, donc quelqu'un, s'il saute dans le ring, va nourrir les conversations, les enjeux de débat, et sur cette question précisément, et dit effectivement qu'il y a une mécanique guerrière qui a été mise en place. Enfin, je ne dirais pas que c'est intéressant, comme je le souligne souvent, nous vivons une époque formidable. C'était une conversation formidable. Ça sera d'ailleurs en ligne à partir de jeudi. C'est passionnant. Et sur cette affaire qui nous concerne tous, est-ce que nous serions en train, je ne peux pas dire discrètement, mais sans trop s'en rendre compte, en train de glisser vers une guerre plus chaude entre les Russes et les pays de l'Ouest? Lui pense que oui, en tout cas. Ouais. Et c'est ce qu'on essaie d'éviter depuis le début de ce conflit-là, avec, bon, avec l'OTAN, avec cette aide indirecte, mais tu sais, sans envoyer de troupes, mais cette Mhm. espèce de rhétorique guerrière-là dont tu fais état, c'est quand même préoccupant et c'est très révélateur comme commentaire. C'est extrêmement Oui. révélateur parce que
Robert Ménard, dans l'espace public français, il est intéressant pour ça. Alors, on peut ne pas partager ses idées. Il accepte d'ailleurs qu'elles ne soient pas le propre de tous, mais il est toujours assez candide. C'est quelqu'un qui, quand il se trompe, le reconnaît. Quand il a changé d'idée, ce qui est très, très rare, moi, j'applaudis les politiques, pas lui particulièrement, mais qui disent, écoute, c'est ce que je pensais il y a 5 ans, mais le monde a changé et j'ai changé d'opinion. Alors, justement, sur la question de l'OTAN, il était très critique de l'OTAN il y a quelques années. Il l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et je ne voudrais pas dire qu'il est va-t-en-guerre, c'est certainement pas le cas, mais lui pense qu'il faut mettre notre pied à terre et stopper. Et je soupçonne, même s'il ne me l'a pas dit, pense qu'il y a peut-être un moment donné où on n'aura pas le choix que de passer à l'action, d'être proactif si on veut stopper les Russes. Et je dis c'est intéressant justement parce que lui ose, en tout cas, ouvrir cette boîte peut-être de Pandore. S'il le fait, c'est qu'il y a sans doute d'autres politiciens qui, en France et ailleurs, ont ce genre de réflexion, mais pas l'audace de les communiquer. Alors, je ne veux pas spéculer sur la valeur de ce commentaire, mais il est à chaud. J'étais avec lui il y a 45 minutes. Je descends de mon autobus et j'ai été pas soufflé, mais surpris qu'il ose dire voici ce que je pense et voici ce que sont les conséquences logiques de ce que je pense, parce que ça pourrait nous mener à un conflit ouvert que je suis prêt, moi, alors, encore une fois, je le répète, c'est le maire d'une ville, mais lui assume que c'est une décision qui devra être contemplée par la France, comme sans doute d'autres pays en Europe. Pendant ce temps-là, Stéphane, aux États-Unis, on surveille, toi et moi, avec attention toute la saison des caucus, des primaires. Jusqu'à maintenant, chez les républicains, c'est Trump qui a tout raflé. C'était vrai jusqu'à hier. Dans Washington, D.C., c'est Nikki Haley qui a remporté une première victoire. Oui, puis j'ai remarqué avec, non pas surprise, mais amusement, la rapidité avec laquelle c'est devenu presque une nouvelle de première page, comme si ça allait ralentir le rouleau compresseur de M. Trump. Je ne veux pas faire de peine à ceux qui espèrent qu'il ne soit pas le candidat républicain. Ça risque pas de changer grand-chose. Encore une fois, je fais attention parce que j'ai surveillé ça très rapidement en me réveillant. Je le rappelle, 6 heures en avant de vous. Donc, les résultats sont sortis pour moi cette nuit. Mais je pense qu'à D.C., parce que des républicains à D.C. sont tous connus par leur prénom. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas une ville républicaine, disons les choses. Alors, je pense que c'est 1200 personnes qui ont voté pour Nikki Haley, ce qui lui permet de remporter tous les délégués, 19 délégués, c'est pas rien. Puis 600 ou 700 qui auraient appuyé M. Trump, qui a 0 délégué. Mais statistiquement, ça ne veut rien dire. Pendant le même week-end, c'était la deuxième portion des élections primaires au Michigan, parce que ça s'est joué en 2 temps. M. Trump a dominé. En Idaho, il a dominé. Et au Missouri, même chose. Et demain, parce que ça sera Super Tuesday demain, le gros mardi gras, appelons ça comme ça, 36% des délégués du côté républicain qui vont se jouer. Mme Haley va être là. Elle va certainement aller en chercher quelques-uns. Mais ça va finir de confirmer que l'inéluctable est arrivé. Il n'y aura probablement pas 50% demain des délégués. Je pense que la mathématique lui demande encore 1 ou 2 rendez-vous électoraux. Mais c'est joué pour M. Trump. Ce qui est intéressant en ce moment, je ne sais pas si tu es un lecteur du New York Times le week-end. À l'occasion, ben oui, je le parcours un peu dans mes fonctions. Salut, bonjour. J'en ai plusieurs à lire. Non, mais la revue de presse est importante, mais oui, bien sûr, je te surveille un peu. Alors, hier, gros sondage, décourageant oui, encore une fois oui. pour les démocrates Pour ou les républicains qui détestent M. Trump. Sondage dans lequel on apprend entre autres que tous ceux qui ont été sondés et qui avaient voté pour M. Trump en 2020 disent qu'à 97%, ils voteront Trump cette fois-ci. Tous ceux qui avaient voté Biden en 2020 sont aujourd'hui 83% à dire qu'ils appuieront le candidat. Une majorité absolue de ceux qui ont été sondés, donc démocrates et républicains, puis une majorité très, très, très lourde, estime que M. Biden, que ça soit fondé ou non, encore une fois, ça n'a pas d'importance, c'est ce que disent les Américains, estime que le président a passé l'âge et qu'il n'est pas en mesure d'accomplir son deuxième mandat, qu'il n'a pas la stamina, pour parler en franglais. Et ça annonce évidemment des semaines qui vont être extrêmement difficiles. Et pour les amateurs de statistiques,
j'ai fait un petit calcul aidé par des gens qui sont un petit peu tocs de la statistique. Aux rendez-vous électoraux de 2016 et 2020, OK. sur 300 jours de campagne en moyenne, si on calcule le processus de primaire qui mène jusqu'à la campagne officielle, 300 jours en 2016, 300 jours en 2020, pour un total de 600 jours de campagne dans lesquels Donald Trump a été présent, parce qu'il a fait campagne en 2016 et en 2020. Alors, sur ces 600 jours-là, il y a 5 fois où la somme des sondages, une espèce d'agrégat des sondages, lui donnait l'avance ou sur Hillary Clinton ou sur Joe Biden. On se comprend? Ah Donc, oui. 600 jours de campagne où il était dans le paysage. Au départ, en 2016, pas nécessairement le candidat officiel, mais quand on sondait, il y a 5 journées où Donald Trump, sur la moyenne des sondages, dominait. Parce qu'il y a toujours des sondages qui donnent gagnant, mais sur la moyenne, parce qu'il y a des moyennes qui sont faites tous les jours. Depuis le 18 octobre dernier, 136, 7 journées, lendemain de l'attaque du Hamas sur Israël. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne suis pas capable de le faire, mais depuis le 18 octobre dernier, donc 135, 6, 7, là, c'est vite calculé mon affaire, Donald Trump a été le leader tous les jours et sans exception dans les moyennes de sondage face à Joe Biden. C'est révélateur. Un sondage ne donne pas la vérité. Je ne dirais pas que les Tendance. sondeurs se trompent. C'est ça, parce qu'on dit souvent les sondages ne nous ont pas donné leur juste, sont trompés. Quand on va dans le détail fin, on se rend compte qu'en général, la fourchette est assez précise et qu'elle donne une bonne idée de la tendance, sinon du détail aussi. Alors, il reste 8 mois de campagne. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais c'est évident que pour les démocrates qui regardent ces chiffres, ça a quelque chose qui doit être un peu angoissant, d'autant que dans les sondages, historiquement, les appuis aux démocrates sont surpondérés, c'est-à-dire qu'il y a toujours un avantage exprimé dans les sondages qu'on ne retrouve pas nécessairement au moment du rendez-vous électoral. La tendance peut être vraie, mais si on dit Hillary Clinton en 2016 par 6 points, finalement, on se rend compte dans le calcul final que c'est par 3 points. Donc, malgré cet avantage théorique qu'ont souvent les démocrates dans les sondages, ça sent pas bon pour l'instant. Lui, M. Trump doit s'en lécher les babines, mais c'est dire que ça va être un combat de tous les instants pour M. Biden. Comme je te l'ai probablement déjà dit, moi, je pense qu'il y aura une heure des choix qui n'a pas été faite. Et c'est évidemment pas avec ça que je vais faire de l'argent, parce qu'il y a probablement des gens plus conservateurs qui parieraient sur le fait qu'il sera le candidat jusqu'au bout. Moi, je dis, même s'il est candidat jusqu'au bout, et même s'il gagne les élections, c'est pas lui qui va prêter serment. Je pense qu'il va y arriver à un moment donné où il va prendre une bretelle, et si c'est pas lui qui la prend, quelqu'un va le forcer ou va l'aider à prendre cette bretelle-là. Est-ce que c'est M. Obama qui va revenir pour lui dire « Écoute, Joe, t'as bien servi. » Je répète, c'est toujours risqué quand on fait ce genre de pronostic, mais c'est un jeu aussi un peu. C'est mon intuition depuis 6 mois et j'en démords pas. Et je constate qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde chez les démocrates. Alors, chez les républicains, on peut le comprendre. Quoiqu'en même temps, eux ont tout intérêt à ce qu'il reste, parce qu'apparemment, c'est un adversaire facile pour les républicains, M. Biden. Je ne suis pas sûr que ce soit un adversaire facile, mais chez les démocrates, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui, publiquement, expriment leur malaise, ce qui n'est pas habituel quand un président en exercice en fonction. C'est arrivé un peu à Lyndon Johnson à cause du contexte particulier de la guerre du Vietnam en 68. C'est arrivé à Jimmy Carter, qui a été contesté, mais vilainement, par Ted Kennedy Jr. en 1980. On l'oublie un peu, mais une campagne très difficile pour Carter, qui était contestée au sein du parti, avec des primaires difficiles pour lui. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'adversaire au sein je dirais, du Parti démocrate qui sont susceptibles de faire de l'ombre à Joe Biden. En fait, c'est les votes blancs qui font de l'ombre à Joe Biden. La semaine dernière, on l'a vu au Michigan, plus de 75 000 personnes, 13 %. C'est beaucoup. Et c'est à l'intérieur, les tacticiens, stratèges du parti qui disent attention, puis des gens qui pèsent. Jim Carville, M. Carville, qui est le Raging Cajun, qui était conseiller de Bill Clinton,
depuis 1 an, dit ouvertement, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on convainque Joe Biden d'abandonner. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'un ou l'autre va à court terme le convaincre, mais il y a de la pression, c'est évident. Ouais. Il y a de la pression sur Trump aussi avec ses démêlés judiciaires. Et là, on attend une décision importante de la Cour suprême là, aujourd'hui. Oui, je pense que c'est vers 10 heures, à votre heure, qu'on devrait avoir l'opinion de la Cour suprême sur l'inéligibilité ou l'éligibilité de Donald Trump, parce que je ne rentrerai pas encore une fois dans le détail, là, mais on le sait, la Cour suprême d'un État, le Colorado, a estimé qu'il n'était pas éligible en raison de ce qu'il aurait... il sera en bris avec la Constitution, l'article 3 du 14e amendement qui dit qu'on ne peut pas élire ou qu'on ne peut pas laisser les manettes à quelqu'un qui aurait été séditieux ou coupable de rébellion. Et on estime, la Cour suprême estime au Colorado que M. Trump coche les cases. Alors, évidemment, c'est allé en appel. L'appel était à la Cour suprême. Ils vont rendre leur verdict. Ça ne changera pas grand-chose parce que les bulletins de vote sont imprimés au Colorado. Les électeurs, quoi qu'il arrive, vont pouvoir se prononcer. Je ne pense pas pour autant que la Cour suprême américaine dise de M. Trump qu'il est inéligible en raison de cet article du 14e amendement. Je crois qu'ils vont trouver une manière la moins compromettante possible de ne pas empêcher le processus électoral sur la foi de cette affaire-là. Il y aurait évidemment rapidement, je pense, beaucoup de voix qui diraient, ben, un instant, là, on est en train de faire une espèce de kidnapping démocratique. On empêche le processus électoral. Alors, évidemment, ceux qui pensent qu'un séditieux ne devrait pas avoir le droit de servir vont dire le contraire. Alors, la Cour suprême, sur ça, va essayer, je pense, d'insatisfaire le moins de monde possible, ce qui va être difficile, mais ne sabotera pas sur ça les chances de M. Trump. Il y aura aussi une autre décision très attendue plus tard. C'est est-ce qu'il dispose, oui ou non, d'une immunité à vie, un genre de get out of jail comme au Monopoly, on en a, de sortir de prison et passer go en réclamant 200 dollars. Alors là-dessus, la Cour suprême va se prononcer probablement en avril, mais à très court terme, effectivement, un jugement important aujourd'hui, mais qui ne risque pas de changer le cours de Super Mardi demain. Non. Puis la troisième question, Stéphane, c'est est-ce que Trump est aussi riche qu'il prétend l'être? En fait, la sienne est peut-être pas aussi grosse qu'il dit. Fortune. Ben oui. Ben, en fait, c'est difficile à savoir. Ce que l'on sait, nous, avec certitude, c'est qu'il a besoin, dans les prochaines semaines, 3 prochaines semaines, de sortir 550 millions de dollars pour payer les amendes qu'il doit payer dans 2 procès civils. Dans un cas pour dédommager une victime d'agression sexuelle. Il a déjà été reconnu coupable au civil de cette agression. Et Jean Carroll. Et il y aurait... Exactement. Et 450 millions pour avoir gonflé artificiellement le chiffre d'affaires de ces entreprises. C'est un dossier en soi, on en a un peu parlé, Donc, complexe. Stéphane, même s'il conteste tout ça, il doit sortir l'argent. Exact. Il doit au minimum le déposer, c'est-à-dire que la Cour C'est doit ça. avoir l'argent. Alors, ça peut être une caution, quelqu'un qui garantit, ou lui qui dit parfait, alors ça sera en fidéicommis, je ne sais pas où c'est s'est mis, mais il faut avoir le cash. Puis on ne demande pas des actifs, on demande de l'argent. On sait la semaine dernière que M. Trump a 100 millions de dollars à offrir. Alors, ce n'est pas une bagatelle, mais il y a 550 millions à sortir. Alors, il y a probablement des actifs qui lui permettraient de trouver cet argent. On avait déduit, certains médias, à partir de déclarations de l'ancien président, qu'il avait entre 3 et 400 millions de liquidités, donc des actions ou autre chose on est dans le détail de sa vie intime, qu'il aurait pu vendre pour avoir le cash, pardonne l'expression. Or, lui a dit la semaine dernière, j'ai 100 millions, est-ce que ça peut vous arranger? Puis la Cour a fait... Et Laetitia James, qui est la procureure à New York, elle a les dents longues. Et c'est clair, il n'y a pas de doute, et M. Trump doit le savoir, s'il n'arrive pas au rendez-vous à temps, je pense que c'est fixé au 25 mars, ils ont toute la latitude pour forcer la vente d'actifs importants de M. Trump, que ce soit des édifices ou autre chose, pour avoir l'argent. Alors, est-ce qu'il y aura levée de fonds? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va assurer la caution, donc qui va garantir pour M. Trump les 450 millions dans le cas de cette affaire-là?
ou lui trouvera d'ici là, dans sa tirelire, dans son petit cochon, les 400 quelques qui manquent. Mais c'est évident que quand tu es en campagne, c'est une pression qui fait très, très mal parce qu'aux États-Unis, une campagne électorale, ça coûte cher. On en a parlé. C'est à peu près 1 milliard de dollars par candidat qui se rend jusqu'au terme de l'exercice. Et s'il demande de l'aide à ses électeurs, ben, c'est autant d'argent qu'ils ne mettront peut-être pas sa campagne parce qu'évidemment, l'argent va être immobilisé pour les besoins de la caution. C'est pas simple. Je rappelle quand même qu'en 2016 et en 2020, la manière de faire campagne de M. Trump, différente de tout ce qui a existé dans la tradition, lui a permis quand même d'être efficace. Il a dépensé beaucoup moins que Mme Clinton en 2016 et moins que M. Biden. Je ne dirais pas beaucoup moins, mais moins. Il travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Il y a vraiment une façon de faire qui, comme pour le reste de son œuvre, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le mot, mais en fait, donc, de son parcours, n'est pas habituel. Alors, il n'y a peut-être pas besoin d'autant d'argent, mais ce n'est pas vrai que ces rendez-vous avec la justice ne rendent pas son parcours plus difficile. C'est compliqué. Merci beaucoup, Stéphane. Il ne nous reste pas 45 minutes? J'aimerais beaucoup, mais on va Non, l'étaler. mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup. Non, mais c'est parce que je me dis, ceux qui nous écoutent doivent se dire à un moment donné, il va y enlever sa pile à ce gars-là. Oh non, moi j'aime ça, c'est intéressant. J'en veux encore. Puis sais-tu quoi? Passionnant. On va reprendre ça dans un prochain épisode demain. Ça sera probablement demain. Avec plaisir, Ciao. mon cher.